Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing. Aujourd'hui, on est en présence d'Alice. Alice, salut, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer un petit peu ta life? Bonjour Julien. Eh bien, voilà, moi aujourd'hui je suis chanteuse de jazz depuis déjà quelques années. La formation que j'ai et qui est la plus à même de correspondre à cette interview, c'est les Shoeshiners, que j'ai monté il y a 4 ans. Et pour moi, c'est l'aboutissement d'un chemin assez long, puisque je viens pas du tout du swing, même si je suis née avec le jazz, grâce au jazz, puisque mes parents se sont rencontrés dans une masterclass de jazz. Waouh. Et ouais, à Château-Vallon, dans les années 70. Mais voilà, l'héritage que j'avais de mes parents, c'est un jazz qui est plus moderne, enfin, si on peut parler de moderne. Donc je viens plutôt des périodes bebop et même voilà, de l'héritage de John Coltrane, de Wayne Shorter. Et donc ça a été un long chemin pour moi de reparcourir la chronologie vers des périodes un peu plus swing, avant les années 50. Et c'est à peu près 4-5 ans maintenant que j'ai eu un déclic en étant à Paris, à la Bellevilloise. Je sortais avec un musicien parisien à l'époque qui y jouait fréquemment. Et je suis arrivée dans la halle aux Oliviers et j'ai vu tous les gens habillés, coiffés. Je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce que je suis ? Là, s'il n'y avait pas eu les téléphones dans les mains, j'aurais pu m'y croire. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est incroyable ce qui se passe ici. Pourquoi on n'a pas ça à Marseille ? Et voilà, cette obsession s'est prolongée jusqu'à ce que les Shoeshiners soient montés. D'accord. Et donc, tu vivais à Paris à cette époque-là ? J'étais entre les deux. Je montais régulièrement. Voilà, mon compagnon étant là-bas à l'époque. Et donc, tu remarquais que dans la région marseillaise, ça manquait un petit peu. Et du coup, tu t'es dit, moi aussi, je veux vivre ça. C'est ça. Donc, c'était très très neuf pour moi. Déjà, j'ai dû assimiler cette notion de ah oui, la danse et la musique, c'est associé. C'est-à-dire que cette musique-là que j'ai écoutée toute ma vie, je l'ai complètement dissociée de ce paramètre, de cet aspect-là. Et en fait, c'est très riche, c'est très intéressant. Et puis ça correspondait à pas mal de problématiques que j'avais en moi à l'époque, de pourquoi je chante, à quoi ça sert d'avoir des gens en face qui ont accès à la culture, de faire de la création alors qu'il y a tellement de belles choses qui existent déjà. Et en fait, j'ai trouvé vraiment une solution aussi à mes discordes internes par rapport à un positionnement artistique à travers ce binôme-là de la danse et de la musique. Et donc voilà, j'étais à Paris, je redescendais fréquemment sur Marseille et de façon très pragmatique, j'ai enquêté. Je me suis dit, bon ben, là ici, je n'ai jamais vu de danseur alors que je suis musicienne depuis plusieurs années. Comment ça se fait ? Qui existe ? Qui fait fonctionner tout ça ici ? Et donc tout simplement, j'ai pris Facebook et j'ai commencé à faire une enquête de terrain. Voilà, donc j'ai d'abord rencontré... ce qui sortait en premier dans les historiques, c'était l'association Sam Swing. Oui. C'est ça, hein, c'est Jean-Marc et Céline. Voilà, Jean-Marc et Céline. Voilà, que j'ai appelé. Ils m'ont dit, ah oui, nous aussi on est musiciens, etc. Je me suis dit, bon, déjà ça existe, il y a des danseurs qui travaillent avec des musiciens. Et puis j'étais à l'IMFP à l'époque, donc un institut de musique qui est à Salon. Et je me suis dit, bon, la meilleure solution, c'est d'aller danser, voilà, pour régler ce souci-là. Donc, j'ai cherché ce qui était le plus proche de Salon, et c'était à Lens. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de jazz roots avec Fanfan. Ouais, Fanfan et Will. Voilà, Fanfan et Will. Donc, elle était seule. William, je l'ai rencontrée seulement dans des moments de bal. C'était elle qui donnait les cours de jazz roots. Voilà. D'accord, ouais. Et donc, je suis rentrée dans cet univers-là. J'ai monté les Shoeshiners en même temps. J'avais vu aussi qu'il y avait pas mal de trucs sur Aix avec Louis. Nico, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Ouais. Voilà, j'ai rencontré Anne Rébérol aussi, qui était à Swinging Marseille à l'époque. Donc voilà, tout s'est un peu combiné. Et puis j'ai mis une énergie folle à rassembler les musiciens, les choisir déjà, parce que c'est pas évident de choisir des musiciens ici qui savent vraiment jouer ce style-là, qui s'y intéressent.
Et, Et la volonté était, dès le départ, de créer un groupe spécialement adapté pour la musique de bal de danseurs swing. Oui. Ouais. Je pense que d'être rentrée dans cette danse-là par les solos et par donc des choses très chorégraphiées, ça a laissé une empreinte sur moi, la musique que j'avais envie de faire avec le groupe. Et voilà, on fait toutes les routines, le Dipsy Doodle, on les fait toutes. Et je pense que c'est par cette entrée-là dans le jazz roots ça m'a donné envie de vraiment être... Enfin, quand on est sur scène et qu'on voit les danseurs faire ça, c'est les moments les plus forts pour nous des balles, quoi. Voilà, avec les jams, mais c'est quand même quelque chose où je trouve que la symbiose se fait particulièrement bien. Et oui, c'était vraiment une volonté intrinsèque au montage du projet de se dire, moi là, ce que je veux, c'est pas monter du standard, c'est monter un groupe pour faire danser les gens, parce que moi, ça me va comme rôle social de me dire, les gens viennent danser, voilà, pendant 1h30, ils viennent danser. Ça me va. Ils viennent écouter ce que j'ai écrit et tout ça. C'était problématique pour moi, les projets de création, j'en ai. Oui. Mais là, voilà, je me dis, bon, mon rôle social, c'est que les gens, ils s'éclatent pendant 1h30. Ouais. Ça me va bien. Ben, merci beaucoup, parce que donc cet état de la scène que tu décris, ben, je l'ai connu aussi. Et c'est vrai que depuis que tu as mis en place les Shoe Shiners, il y a eu une émulation en fait derrière. C'est des groupes sur Aix à peu près en concomitance se sont montés. Je pense au Dixie Jazz Band qui a changé de nom maintenant, mais avec Jérémy, Jean-François, Élise, toute la bande, Gabi. Mais il n'y avait pas en fait, hein, avant tout ça. Il y avait des souvenirs de groupes plus ou moins locaux, de Tom Sawyer, de choses comme ça, mais qu'on voyait que Jean-Marc et Céline avaient fait venir une fois ou deux. Mais sinon, il fallait aller chercher les groupes de Montpellier, en fait, hein, qui est une scène encore très très active d'un point de vue des musiciens et de la danse. Je pense qu'on a une grande chance à Aix, c'est qu'il y a Jean-François Bonnel qui est là, et que c'est quand même un monument de ce style-là. Et puis tout simplement, je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie au début, et donc ce qui a fait qu'il y a eu de la visibilité et que les musiciens se sont dit, bon, il y a un créneau à prendre, ça a l'air d'être chouette de faire ça. Parce que vraiment, je faisais que parler de ça, j'étais presque chiante. Hein. Donc c'est vrai que Jérémy a fait une rempla. Au tout début des Shoe Shiners, il avait remplacé à la batterie. Donc voilà, il s'est un peu familiarisé avec cette ambiance-là. Gabi est aussi dans cette formation-là. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une richesse de par la diversité des groupes, parce que ce que fait le Dixit, ou ce que font les Louises par exemple, oui, ou notre esthétique à nous, personne ne se barge dessus, il y a vraiment une direction artistique qui est très différente. Exactement, ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que plus il y a de groupes, plus il y a d'événements, plus il y a de danseurs, plus il y a de visibilité, et c'est un cercle vertueux. Et d'ailleurs, quand tout ce petit monde se rassemble pour créer un big band, ça défonce. Ça défonce. J'espère qu'il y aura d'autres dates. Mais oui, il y en a là, et je crois qu'ils sont déjà programmés sur Pertuis l'an prochain là, au festival. Ah oui, ouais. Ça ne m'étonne pas. Il y aura peut-être d'autres petites choses. On a peut-être quelques idées pour eux. Du coup, voilà, l'état de la scène il y a quelques années étant celui-ci, qu'est-ce que tu... Maintenant qu'on peut regarder un petit peu en arrière et regarder dans le rétro, est-ce que comment tu vois les choses aujourd'hui par rapport au début, quand tu as mis en place le groupe, ton trajet de musicienne ici? Tu fais quoi déjà comme... tu es principalement vocaliste, mais pas que. Je chante, je fais un peu du ukulélé sur quelques morceaux, mais bon, c'est anecdotique. Par contre, l'autre gros pan de mon travail, c'est que je fais tout ce qui se voit pas, c'est-à-dire les fiches de paye, les devis, et la direction artistique aussi, c'est-à-dire que c'est quand même moi principalement, même si Ézéchiel est de plus en plus impliqué aussi là-dedans, qui
qui est vraiment fait cette recherche-là, qui fait que la couleur du groupe, elle s'est créée en fait sur les premières années. Et au début, on savait pas trop vers quoi aller. Puis voilà, on a tous flashé sur Lunsford et on décide de s'engouffrer là-dedans. Voilà. D'ailleurs, orchestre que j'ai découvert par les danseurs et le Chim Cham. Je ne connaissais pas Lunsford. J'écoutais Chick Webb quand j'étais petite, Count Basie dans toutes les largeurs, Duke Ellington. Lunsford, je l'ai découvert en allant chercher voilà, le morceau que Fanfan me faisait travailler pour travailler le Chim Cham en cours. D'accord, ouais. Voilà, puis un jour je suis allée dans un vide-grenier, il y avait un disque de Lunsford que j'ai écouté en boucle dans ma voiture, que j'ai filé à Ezekiel, et Ezekiel est pareil, tombé en pamoison devant cet orchestre, qui est extrêmement original. Vraiment, il y a des couleurs, alors pas forcément les morceaux qu'on entend en bal, mais il y a vraiment une richesse musicale qui est presque cinématographique, qu'on n'entend pas dans tous les orchestres. Voilà, donc là-dedans, ça a vraiment enrichi ma culture musicale, réellement. Et à côté, tu as d'autres projets jazz qui ne sont pas forcément liés au jazz swing. Tu parlais un petit peu en introduction de ta marmite qui était plutôt celle du bebop, etc. Tu as d'autres projets comme Windows aussi. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Oui. Alors ouais, j'ai eu un premier projet il y a quelques années qui s'appelait le French Project Group, sur lequel j'écrivais j'utilisais des standards, donc bebop, hard bop, sur lequel j'écrivais des paroles en français sur Marseille avec des textes assez engagés. Donc ça, c'était ma première mouture. Voilà, j'étais encore jeune musicienne. Puis bon, je me suis rendu compte que quand même, ça avait ses limites vocalement, dans mon épanouissement vocal. Travailler sur des morceaux instrumentaux, c'était pas toujours hyper grisant. Donc je suis partie sur d'autres directions. Ce projet a bien tourné, hein. Il avait fait son temps. Donc il y a eu deux chemins qui se sont séparés après mon prix. Il y a eu les Shoeshiners d'un côté, et de l'autre côté il y a eu ce quartet qui s'appelle Window, qui a débuté avec les morceaux que j'avais présentés à mon prix de conservatoire. Et donc là, c'est des inspirations totalement différentes. C'est plutôt les nouveaux musiciens qu'on croise à New York, du type Glasper, Gretchen Parlato. Voilà, ces musiciens-là. On dit que c'est du jazz, mais bon, c'est tellement métissé de plein d'autres choses que ça s'en éloigne assez. Mais voilà, c'est un projet dans lequel Cédric Beck compose, Lionel Dandine aussi, ainsi que moi. Donc on est 3 compositeurs. Et c'est une autre thématique, c'est un autre voyage. Donc c'est une série de fenêtres qui s'ouvrent sur des petites scènes un peu inspirées de l'univers de Edward Hopper, le peintre. Et qui invite à rentrer dans l'univers d'un personnage à chaque morceau. Waouh, tout ça c'est tellement créatif, tellement artistique. Cédric Beck, qui d'ailleurs est un danseur aussi. Oui, est un danseur qui s'est fait... On est parti en Chine, je sais pas, il avait dû prendre peut-être déjà 2-3 cours, il avait dû s'inscrire au début de l'année, on est parti en janvier. Et on a passé 3 mois en Chine dans un club, là, on jouait tous les soirs et je servais de cobaye à l'étage pour qu'ils ne perdent pas la main. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur cet amour du bebop. Pour les danseurs de swing, moi par exemple, j'ai fait le chemin inverse de toi, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai découvert les danses swing que je me suis intéressé aux musiques jazz swing, à tout ce répertoire-là. Du coup, j'ai eu une envie rétroactive de voir ce qu'il y avait eu avant, donc tout ce qui était ragtime et ce qu'on peut appeler le early jazz, quoi. Et puis, une fois que j'étais rassasié de tous ces côtés-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a après ? Et c'est que récemment que je me suis un petit peu intéressé à cette période de l'après-jazz swing, qui swingote et puis qui petit à petit swingote de moins en moins. Et j'y découvre des pépites et on sent à quel point en tant que danseur ça devient plus compliqué de danser dessus. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'attirait toi dans ce registre-là musical ?
pas forcément avec une optique de danse, hein, mais juste... C'est très compliqué, je suis tellement née avec cette musique-là que je suis incapable de qualifier ce qui me relie à elle. Et tu trouves pas qu'il y a trop de notes, par exemple? Non. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de notes, des fois, que ça fait un petit peu genre... Oh, waouh! Ah oui, mais il y a... Alors, pas dans tous les cas, hein, mais il y a quand même toujours un discours derrière. Enfin, moi, ça reste pour moi très lyrique. Je sais pas, par exemple, Charlie Parker qui peut jouer... Enfin, déjà, par le choix des tempos qu'ils choisissent, évidemment, ça donne un peu cette impression-là, de débit extrêmement... Enfin, le débit sur un tempo rapide, donc ça fait une avalanche de notes, c'est sûr. Mais je sais pas, pour moi, il n'y a rien de plus musical, de plus... Enfin, j'entends un discours quand j'entends Django Reinhardt ou Charlie Parker sur le break de Night in Tunisia. Pour moi, ça raconte une histoire. Et ça, c'est important. Voilà. Ensuite, parfois, il y a des musiciens qui dégueulent des notes où ça ne me fait absolument rien. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai ce langage-là, que je viens de là, que j'arrive à l'entendre, à apprécier ce discours-là, ou si en effet c'est un langage universel dont l'émotion qui est transmise par là tout le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle. Est-ce que de monter un groupe de bebop, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Peut-être c'est déjà fait. Les chanteuses de bebop, ça n'existe pas. Justement, tu pourrais créer... Oui, c'est vrai. Tu as Sarah Vaughan qui vient parfois jouer avec des musiciens, mais là, c'est des moments où ils reprennent les morceaux de la période mainstream et voilà, elles font un exposé, c'est anecdotique, quoi. Elles sont là, c'est quand même très rare. Il y a Carmen McRae, oui, qui a écrit des trucs sur la musique de Monk, mais c'est quand même une musique d'instrumentiste et de fait d'homme. Il y a peut-être un truc à créer, justement, pour y remettre un peu de c'est ce que prétendait faire le French Project Group. Voilà, j'ai écrit sur des morceaux de Charlie Parker, puis des trucs plus récents, de Wayne Shorter, voilà, où après la profusion de notes s'est recalmée de siècle en siècle jusqu'à arriver à des choses beaucoup plus épurées, beaucoup plus modales aussi. Mais c'est difficile de faire la fusion des deux. Je trouve que ça a des limites qu'on rencontre très rapidement, musicalement. C'est frustrant. Vocalement, c'est frustrant aussi. D'accord. Mais c'est plus un plaisir d'écoute que tu as ancré en toi oui, voilà, et pas forcément une ambition artistique à développer, quoi. Non, mais on a plein qui l'ont fait. Les Double Six l'ont fait dans les années 60 avec brio. Lambert Hendrickson Rouse avant, c'est intéressant, mais voilà, il y a d'autres choses à faire, à mon sens. Pour l'instant, j'ai encore pas suffisamment écouté d'artistes, d'albums bebop, et ce qui fait que j'ai probablement une représentation encore assez naïve, mais quand on a le répertoire swing, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui est fait dans les notes, qui font que immédiatement on est dans un côté joyeux en fait. On est dans un... Il y a quelque chose qui fait que le jazz swing est tout le temps positif, de bonne humeur. Il n'y a pas un choix de notes qui va être un peu trop discordant et qui va amener un petit nuage gris dans tout ça. Et dès qu'on va taper dans le bebop, ça n'hésite pas à des fois aller dans des côtés un peu dark de la musique, qu'il n'y a pas du tout, ou très peu dans le swing. Tu vois ce que je veux dire ou pas par là? Oui, alors... Je sais pas si tu écoutes St. James Infirmary, pour moi il y a un côté dark, c'est un morceau mineur. Je pense que ce que tu appelles dark, c'est que plus on avance vers la période bebop, plus harmoniquement ça évolue, plus les musiciens improvisent sur ce qu'on appelle les superstructures de l'accord, et donc plus il y a de dissonance en fait. Donc ça peut donner cette sensation de quelque chose qui est... qui grince un peu, qui frotte, comme on dit en musique, un accord il frotte. Bien que Duke Ellington utilise déjà tout ça, tu vois, mais peut-être que c'est cette recherche-là, voilà, vraiment liée à
à tout ce... Tu sais, c'est des musiciens qui étaient assez obsédés par le fait de faire ce qu'ils appelaient des paraphrases. Donc ils prenaient un morceau, par exemple Indiana, et puis à force de choruser dessus tout le temps, finalement, et puis d'en changer la grille harmonique, de faire des substitutions d'accords. Là, il y avait une autre harmonie, une autre mélodie qui sortait sur cette harmonie, et puis voilà, c'est comme ça que sont créées les paraphrases, comme... il y en a des centaines, par Miles Davis, par Dizzy, par Charlie Parker. Et donc c'est cette recherche-là voilà, ils cherchent quand ça frotte, quand on est sur des couleurs, oui, comme tu dis, qui peuvent être un peu petits nuages, comme on dit. Je pense que c'est ça qui donne cette sensation, mais en effet, c'est une musique qui s'écoute, qui n'a plus du tout la même finalité. Oui, il y avait une volonté de se démarquer, de passer à autre chose. Il y avait une volonté de ne plus être associé à la musique de danse, clairement. D'où l'augmentation des tempos, oui, très clairement. Très rapide. Il y a des photos de clubs à New York où tu lis « No dance » en dessous de la scène. Je connais à l'heure actuelle quasiment qu'une seule danseuse récente de jazz swing qui ose se frotter aux chorégraphies sur de la musique bebop. Elle s'appelle Alina, elle est hallucinante, et ça match d'ailleurs, mais ça, on voit très bien le boulot colossal que ça demande. C'est à la note près. Oui. Il y a aussi ça que je remarque souvent dans les balles, c'est que il y a un rapport à la pulse chez les musiciens, chez les danseurs. Il y a vraiment trop peu, souvent, je trouve, de rapport à la mélodie. Ouais. Parfois, j'ai envie de me dire, il faut que je propose des cours de musicalité pour réintégrer ça, quoi. Oui. Pensez mélodique, ne pensez pas juste la pulse. Alors, ça demande une énorme culture, mais voilà, de temps en temps, quand il y a des bons danseurs, je me dis... Là, je sais que le break, ils vont l'entendre. J'observe beaucoup, tu vois. Moi, une fois que j'ai chanté le thème, je suis comme ça. Ouais. Voilà. Et je vois quand un danseur connaît la version, ça demande une énorme culture, mais voilà, comme beaucoup de danseurs sont sur la pulse, c'est d'autant plus impossible d'aller vers la musique bebop parce que là, si tu penses pas phraser, c'est impossible. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est presque de l'antipulse. Oui, il y en a une, mais on ne peut plus. On serait un petit poids. Voilà. Avec vomissement à la fin, quoi. Est-ce que tu as entendu parler du bebop marseillais ? Alors, la danse, parce que c'est tellement différent de la musique, le bebop... Quand j'ai commencé à m'intéresser à la danse, je me suis dit, mais on a des bebop parisiens, lyonnais, marseillais, c'est ok. Ça, ouais. Donc en fait, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec la musique, il y a une espèce de confusion, alors peut-être liée au fait que quand il y a eu la guerre, il y avait le bebop qui était déjà un peu à la mode, j'ai jamais trop su de quoi venait cette confusion. Mais m'est arrivé parfois des potes qui, sachant que je travaille pour des danseurs, me disent « Ah oui, ce soir on va jouer pour un bal bebop ». Je dis « Faites gaffe les gars, hein, c'est pas la musique de Monk, hein. Si vous jouez des morceaux de Monk, vous allez vous faire huer. » Et donc c'est vrai qu'il y a une énorme confusion là-dessus. Donc je m'étais un petit peu renseignée, et ce que j'avais lu du bebop marseillais, c'était que c'était une sous-branche qui s'est développée ici, et que c'est une danse, alors c'est ce que j'avais lu sur Wikipédia à l'époque, hein, c'est une danse où le danseur est assez statique, c'est plutôt la danseuse qui est en satellite autour. Voilà, c'est la seule chose que j'ai retenue de cette danse. Et je crois que ça fera l'objet d'un prochain épisode Blabla Swing avec les quelques figures qui restent de cette danse-là, parce que je connais pas. Je demande qu'à apprendre, et je sais même pas si c'est encore vraiment actif ou pas. Donc, oui, il me semble que j'avais une carte là. J'ai rencontré déjà des gens qui m'ont dit, justement, qui arrivaient un petit peu à m'en parler. Mais ensuite, les origines, c'est vraiment, ça demanderait historiquement c'est assez intéressant d'avoir le fin mot sur cette histoire. Je crois que
Mister Bonnel et Marron connaissent quelques personnes oui, que je pourrais interviewer. Nico aussi m'en avait parlé, donc j'irai creuser tout ça. Il y a notre cher Baudouin qui est l'encyclopédie française du jazz. Ça, ouais, ça serait bien que tu puisses l'interviewer. Ah bah oui, c'est un appel. J'ai bien entendu ton histoire de ce serait bien que les danseurs ils aient un peu plus de musicalité. C'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Qu'est-ce qui resterait à faire pour toi sur cette scène swing locale? Un rendez-vous, allez, on va pas être trop ambitieux, mensuel, dans un lieu institutionnalisé, reconnu par la mairie de Marseille ou de Aix, peu importe. Quelque chose qui soit un rendez-vous où les gens ils se disent bon, je l'ai raté ce mois-ci, je sais que je peux y aller le mois prochain. Où ça soit un peu plus transdisciplinaire, comme il y a la Bellevilloise. Hein. Moi, vraiment, je suis tombée pantoise et on est allé y jouer il y a 2 ans maintenant. C'est toujours la même sensation que j'ai de produits finis qui bouillonnent et qui n'arrêtent pas de bouillonner. Paris, c'est une effervescence depuis quelques années sidérante. Et comme tu dis, ils ont réussi à ritualiser tout ça, en fait. Ben oui, la Bellevilloise, Polo, Hugo et Mélanie avec la nuit, la folie swing, la nuit du swing, au Théâtre Zingaro. On a Audrey et Aurélien avec Harlem Swing et toute leur équipe aussi. Mais il me semble que la récurrence des événements crée aussi cette émulation. Parce que les gens savent que c'est là. Voilà. Donc, quand on a fait l'anniversaire de Jean-François avec le Big Band, je me suis dit, le Day Killing, il faudrait qu'il y ait ça un dimanche après-midi par mois. Toujours un orchestre. Voilà. Ensuite, évidemment, ça demande des moyens, tout ça, mais ça demande aussi une cohésion de la communauté. Ouais. Musiciens comme danseurs. Je trouve que chez les musiciens, on est plutôt solidaires. Alors que... Hein, c'est là que tu allais... Non, Enfin, c'est vrai qu'il y a quelques tensions, mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à, tu vois, avec tous les chefs d'orchestre qu'on est, que ça soit Jérémy, que ça soit Renaud, d'être dans de la bienveillance mutuelle, de pas se tirer dans les pattes, personne ne pique le boulot de personne, plus on sera dans cette énergie-là, plus il y aura de travail pour nous tous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, parce que... Voilà, il y a de plus en plus d'orchestres et on arrive tous à bouffer avec, contrairement aux autres projets de création ou des projets bebop. Hein. Donc voilà, il y a une solidarité, en tout cas moi, à laquelle je tiens vraiment très profondément. Mais je pense que pour construire une scène pérenne qui amène des nouveaux éléments, qui se connecte aussi avec les réseaux étudiants, la jeunesse, tout ça, il faut qu'il y ait un rendez-vous qui soit institutionnalisé, qui apparaisse dans... bon, alors, on va pas aborder le problème de communication culturelle à Marseille, hein, c'est un autre débat, mais il me semble que ça serait quelque chose de chouette. Et j'ai cherché longtemps des salles de bal, j'ai contacté Anne-Marie Destienne d'Or, enfin c'est très compliqué d'avoir des réponses, mais... Puis, c'est compliqué d'avoir des vraies salles qui correspondent à des salles de bal, que ce soit sur Aix ou Marseille. On en vient souvent à devoir organiser des soirées en dehors de ces villes, dans des petits patelins, des villes beaucoup plus petites qui font moins venir, mais dans laquelle il y a une salle correcte, adaptée aux musiciens et aux danseurs. C'est vrai que dans les centres-villes de Marseille et d'Aix, c'est très compliqué niveau salle, comparé à d'autres villes. Et ouais, mais ça serait possible. T'as le Théâtre des Argonautes, c'est pas immense, mais bon, c'est déjà ça, tu vois. Avec justement, je trouve que ce petit côté bar et ce côté salle qui fait que c'est aussi un lieu social, tu vois. C'est pas juste un lieu où tu viens... J'adore quand il y a des soirées danse... à Aiguille, etc. Mais on arrive dans un endroit qui est complètement désincarné. Je suis assez attentive à ça aussi. Ça fait partie du charme de ces soirées et du fait que ça mette des paillettes dans les yeux des gens. Ouais. C'est sûr que Théâtre Zingaro, t'arrives, waouh. Voilà, ou même... alors c'est vrai que, voilà, tu vois, je pense
au Magic Mirror à Istres. Ouais, c'était super. Bon, déplacer tout le monde à Istres. Et pourtant, ça l'a fait. Oui, Tout ça le l'a monde s'est fait. déplacé, parce que justement. Mais on t'attires voyait une bien autre que ça avait l'air population. beaucoup. Ouais. Il faut quelque chose de central où les étudiants de Lumini, comme ceux qui sont à Saint-Jérôme, se disent tiens, il y a une soirée swing, il y a une initiation, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. Tiens, c'est dans le premier. Ah, bah c'est cool, j'y vais en tram, j'ai pas besoin de prendre de voiture. Voilà. Pour moi, c'est la prochaine étape, c'est ça. Je pense que c'est en train d'arriver, hein, entre la conjugaison de Swing in Marseille et de The Swing Call. Cette ritualisation et fidélisation est en train de se mettre en place. Et c'est tant mieux, parce que Marseille, c'est quand même la deuxième ville de France, et elle ne se réveille d'un point de vue du swing que depuis très peu longtemps. Donc c'est longue vie à tout ça, et pourvu que ça dure et que ça se répande et que ça se multiplie. Si on reparlait un tout petit peu, alors tu nous as parlé de tes influences musicales avec plaisir, etc., avec du Count Basie, du Chick Webb dès que tu étais petite, puis plus tard. Est-ce que tu as d'autres artistes qui t'ont profondément marqué? Tu veux dire hors jazz avec S? Ouais, de manière générale en fait, par exemple. Je crois qu'une des choses que j'ai le plus écoutées dans ma vie, c'est le Requiem de Mozart. La flûte enchantée aussi. Ma mère écoutait beaucoup de musique classique. Satie, tout ça. Donc ça a une empreinte, c'est sûr. D'ailleurs, on en trouve quand même des traces dans le early jazz et plus tard dans le swing aussi. Il y a quand même... Totalement. On voit que les Benny Goodman et tout ça, ils ont été nourris à ça quand même. C'est sûr. Voilà, pour moi, c'est une musique que je... Enfin, la musique classique, avec triple guillemets, puisque ça ne veut pas dire grand-chose, mais tout ce qui est... avant la fin de la mélodie française, tout ça, avant que le jazz émerge vraiment. Même la musique grégorienne, c'est des choses que j'écoute assez régulièrement et qui sont dans ma culture vraiment. Et puis d'autres choses, hein, là au CFMI, j'ai fait une formation pendant 2 ans pour être musicienne intervenante dans un centre qui est très marqué musique contemporaine, donc j'ai écouté beaucoup de musique contemporaine et... ça laisse une trace. En tout cas, vocalement, je sais que j'ai appris des choses. Beaucoup de choses. En parlant de ça, être vocaliste, quel que soit le genre musical choisi, ça reste, comme tout, beaucoup de travail et d'apprentissage, etc. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer à être chanteur, chanteuse? Est-ce que tu as un conseil de base à donner? Alors déjà, un conseil pratique, c'est que quand tu prends des cours de chant, c'est un instrument tellement intime que c'est vraiment une aventure dans laquelle tu t'engages, où tu vas à la rencontre de toi-même. Moi, c'est comme ça que je le vis. Vraiment, je ne serais pas la même personne si j'étais pas chanteuse. Enfin, s'il n'y avait pas cette part-là de ma personnalité. Je pense que ça m'a évité de nombreuses séances de psy aussi. C'est extrêmement salvateur sur la connaissance de soi. C'est un long chemin difficile. Parfois, les gens pensent que c'est plus facile d'être chanteur parce que voilà, on fait tout un peu à l'instinct. Il n'y a pas à avoir de grosses connaissances en lecture de notes, tout ça, en solfège. C'est très faux en fait. Vraiment, il y a une intimité avec cet instrument, une dimension qui fait qu'il est beaucoup plus exigeant que ce qu'on croit. Ah ben oui. Mais peu de gens le savent. Il y a des chanteurs, des gens qui se disent chanteurs, où je me dis mon Dieu, mais quelle insulte à ce beau métier et à ce beau chemin, parce que vraiment pour moi c'est un chemin. C'est quelque chose qui est pris à la légère souvent, alors que c'est quelque chose qui est profond et très riche, vraiment. Voilà.
Ce sera le mot de la fin. Et quel beau mot de fin. Je trouve que c'est presque poétique de finir là-dessus. Pas tout à fait de fin, justement, si on ouvre vers le futur, quelle est la suite pour toi? Est-ce qu'il y a déjà des projets dont tu peux nous parler ou qui doivent rester top secret? Non, il n'y a rien de top secret. Alors j'ai beaucoup de projets de vie en même temps, de projets avec S et vie avec S aussi. Ouais. Mais en tout cas, on est sorti de cette saison d'été assez boosté avec les garçons là. Ouais. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire là sur les 2 dernières années aussi, parce que ça devait pas être le moment. Je pense que là on est prêt maintenant. On aimerait enregistrer un nouvel EP autour de la musique de Lunsford et donc des adaptations qui ont été faites pour l'orchestre et tourner un clip idéalement en janvier. Donc voilà, il faut que je trouve le temps de mettre tout ça sur un planning et de voir ça avec les garçons. Même studio? Alors le studio a déménagé, on n'est pas sûr que ça colle au niveau des dates. Mais oui, on aimerait réenregistrer chez Lionel, ça serait chouette. Ouais. Voilà, il y a d'autres gens qui travaillent très bien, qui ont des bons parcs à micro aussi, chez qui on pourrait aller. Ça, c'est pas une. Il y a beaucoup de propositions pour ça ici. Il y a des bons ingé-sons et des bons musiciens qui se prêtent à cet exercice-là. Ouais. Le choix des morceaux est déjà arrêté? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est encore en suspens. Et puis, il y a vraiment une direction qu'on prend qui, moi, me subjugue et m'étonne beaucoup, c'est que les garçons veulent chanter. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai, de plus en plus. Non, c'est chouette. Ça. Donc là, on s'est fait... Ça chante pas mal, hein, dans Jimmy Lunsford, en fait. Oui, voilà. Et au début, je me bagarrais. Mais vraiment, la première session qu'on a faite, on a enregistré une maquette à l'IMFP en 2014, ça devait être par là, 2014-2015. Il fallait qu'il chante, ne serait-ce que dire « Tell me what to do », c'était la misère, quoi. Et puis là, voilà, Ezekiel, il est de plus en plus partant pour écrire pour voix. Donc là, on a fait une répétition il y a peut-être 15 jours, juste Sylvain, Ezekiel et moi, donc la frontline, pour bosser un arrangement de Jimmy Lunsford qui s'appelle « Rain ». Voilà, 3 voix. Et donc on a envie de se diriger vers ça. Voilà, on sent que la couleur de l'orchestre va vers ça. Super. Et puis nos envies aussi. Merci, c'est super tout ça. Petite news en avant-première. Merci Alice. Longue vie aux Shoeshiners et à tes projets divers et variés. Puis longue vie à tes projets avec un S de vie qui arrive merci. Dans pas longtemps. De nouvelles vocations qui poussent. Et à très bientôt. À bientôt. Blah blah swing.